Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau télé Millipol en direct donc, du salon. On va consacrer cette séquence aux forces de sécurité et technologies disruptives. On va notamment parler d'IA et de quantique. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Isance de France. Vous êtes chargé de mission IA auprès du coordinateur pour l'IA de la Gendarmerie nationale et Arnaud Dufournet de Greenbow qui va nous parler, Bonjour Amélie. de quantique. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être là ce matin. Alors, les technologies disruptives, il y en a beaucoup. On a décidé aujourd'hui de se concentrer sur deux qui sont les plus, disons peut-être les plus prégnantes aujourd'hui, l'IA et le quantique, qui ont une actualité très, très dynamique tous les deux. Peut-être si on commence par l'IA, Isance, aujourd'hui, quel est l'usage de l'IA qui est fait au sein de la gendarmerie? Quelles applications et quelles évolutions peut-être vous regardez? Déjà, peut-être avant de parler des applications en tant que telles, dire qu'en fait, il y a deux niveaux pour penser l'IA au sein de la gendarmerie. Vous avez le niveau recherche exploratoire, où là, en fait, on va anticiper, grâce à ces applications d'intelligence artificielle, les menaces à venir. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, on a travaillé sur tout ce qui est détection de deepfake. La gendarmerie, du reste, a été primée pour cette application de détection de deepfake. Ou encore bien d'autres applications sur les analyses criminelles, par exemple. Et puis, vous avez également un autre niveau qui est plus, finalement, plus sur le temps présent et qui s'adresse aux gendarmes et qui vont lui permettre de gagner du temps, parce que c'est vraiment ça aussi l'importance de l'intelligence artificielle. En soi, on veut toujours, effectivement, quelque chose d'extraordinaire. Le côté rupture joue aussi sur cet aspect communication. Et finalement, dans le quotidien du gendarme, eh bien, on va leur donner des applications de speech to text ou encore l'application Prenne Latence qui vont les aider en fait dans leur travail au quotidien et finalement à être plus au cœur de leur mission auprès du citoyen et la protection de la population. Voilà. Donc finalement, l'IA, l'atout que représente l'IA pour les forces, pour la gendarmerie, c'est vraiment gagner du temps et leur permettre peut-être de se concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée où la technologie les soulagerait d'une partie de leurs tâches. Oui, alors ça c'est évident, ce gain de temps est essentiel, gagner en performance dans l'exercice de leur mission est effectivement essentiel. Et puis donc pour ça, il faut savoir aussi s'adapter à cette menace qui évolue et savoir anticiper. Donc c'est pour ça que voilà, ça fait quelques années qu'on pense les applications, qu'on teste aussi. Parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, il faut réagir aussi à travers ça, mais faire de l'intelligence artificielle, ça prend aussi du temps. Voilà, il faut accepter aussi ce temps long. Mais la gendarmerie, voilà, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'elle est déjà sur le sujet et qu'elle travaille dans ses labos de recherche sur cette technologie. Et vous parlez justement de ce temps de faire de l'intelligence artificielle, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ouais. Quels sont les autres obstacles ou en tout cas ou freins qui pourraient peut-être ralentir cette adoption ? Alors, par nature, il va y avoir deux obstacles qui sont liés à l'institution elle-même. C'est bien évidemment l'obstacle sociétal. En réalité, ce n'est pas tant un obstacle qu'une limite qui s'impose d'elle-même. La gendarmerie est redevable de ce qu'elle fait au sein de la population. Du coup, il est essentiel, effectivement, qu'elle rende des comptes, qu'elle soit transparente aussi sur la manière dont elle pense l'IA et la manière dont elle l'a fait. Donc voilà, mais c'est une limite qui est une limite éthique, tout simplement, qui n'est pas là un point de rupture avec l'IA. Et puis, je dirais, l'autre limite, c'est la limite juridique. C'est une institution qui est très, très, très encadrée juridiquement. Juste, voilà, pour que chacun prenne connaissance aussi de ça, c'est quand la gendarmerie souhaite innover ou commence à penser un projet d'innovation, voire même à se dire qu'elle va développer une application. Entre le moment où elle pense, elle développe et ça va pouvoir se déployer, comme il faut passer par différentes étapes juridiques et des autorisations nécessaires pour qu'on puisse le déployer, ça peut aller de 1 an jusqu'à 2 ans. Il y a ce temps long, qui est ce temps long juridique.
D'où l'importance, vous voyez, de bien anticiper en amont toutes ces technologies, de bien saisir un peu l'évolution de la menace pour pouvoir toujours d'avoir cette bonne réaction face à une menace qui arrive tout de suite et ne pas être coincé justement par ce temps juridique. Voilà. Merci beaucoup. Alors Arnaud, on va parler un petit peu de quantique maintenant. Les technologies quantiques, on le sait, vont bouleverser beaucoup de nos usages du numérique, à commencer par les modèles de cryptographie actuels. Concrètement, quelle nature va être ce bouleversement et avec quelles conséquences ? Alors déjà, il faut être bien conscient qu'on est rentré dans la seconde révolution quantique qui doit déboucher sur l'avènement d'un ordinateur quantique suffisamment performant pour pouvoir réaliser des calculs extrêmement complexes. Donc il y aura des effets positifs, notamment pour l'IA. Ça va accélérer évidemment les calculs. Mais il y aura aussi évidemment un usage détourné de ces puissances de calcul et notamment pour casser les algorithmes de chiffrement de nos systèmes de crypto aujourd'hui. Donc ça, c'est le côté obscur. On sait depuis maintenant 1994 et le mathématicien Peter Shor qu'il existe un algorithme quantique pour casser finalement les problèmes mathématiques sur lesquels repose la majeure partie de nos systèmes de cryptographie. Donc c'est ça la menace principale. Les conséquences, elles sont évidemment vertigineuses puisque une grande partie de nos systèmes de crypto qui protègent les communications Internet, mais aussi les flux de données à l'intérieur des entreprises, tous ces systèmes, les VPN que The Grimbo aujourd'hui vend, tous ces systèmes ne seront plus capables de protéger l'information. Donc c'est évidemment assez vertigineux et catastrophique et c'est maintenant qu'il faut repenser notre cryptographie. J'ajoute également, les agences de sécurité aujourd'hui attirent l'attention sur le fait que les organisations qui gèrent des informations à durée longue, j'entends par là plus de 10 ans, doivent dès aujourd'hui repenser leur système, engager cette transition, puisqu'on peut mener des attaques. C'est souvent ce qui arrive quand des systèmes de cryptographie arrivent un peu à bout de souffle. On voit des attaques de type Harvest Now, Decrypt Later, c'est-à-dire que des attaquants vont déjà collecter de l'information avec l'espoir de la décrypter ultérieurement. Pour avoir des exemples plus concrets de ce type de données aujourd'hui, on est à millipole. La durée de vie, par exemple, d'un missile, c'est 30 ans. Donc évidemment, toutes les informations relatives à ce missile restent critiques longtemps. Et puis pour faire un petit clin d'œil, puisque la semaine prochaine, les États-Unis se souviendront de leur 35e président assassiné en 63, le 22 novembre. Sachez qu'aujourd'hui, il y a encore 3% des archives de cet assassinat qui restent classifiées. Donc on voit bien que même 60 ans plus tard, il y a encore des choses qui doivent rester secrètes. Et justement, vous disiez qu'il faudrait une nouvelle cryptographie. Donc, à quoi pourrait ressembler une cryptographie post-quantique ? Je ne sais pas si c'est le terme précis qu'il faut utiliser, vous nous le direz, mais en tout cas, à quoi doit ressembler cette nouvelle crypto ? Alors effectivement, le terme usuel, c'est cryptographie post-quantique. Post-quantique voulant dire une cryptographie qui va résister dès lors qu'un ordinateur quantique suffisamment puissant soit en capacité de mener ses attaques. On parle aussi de cryptographie résistante au quantique, qui est plus juste, puisque comme je l'ai précisé juste avant, c'est maintenant qu'il faut agir. Alors la résistance par rapport à cette menace, elle s'organise sous l'égide du NIST qui en 2016 a organisé un concours pour mobiliser la communauté cryptographique internationale afin de trouver de nouveaux problèmes mathématiques. C'est ça le sujet en réalité, puisqu'aujourd'hui notre cryptographie elle repose essentiellement sur deux problèmes mathématiques, la factorisation de grands nombres premiers et la résolution du problème du logarithme discret. Et c'est trop peu. C'est aussi un reproche qui est fait aujourd'hui par certains cryptographes, c'est que l'ensemble de nos systèmes ne repose depuis 50 ans maintenant que sur deux problèmes. Donc il y a un enjeu de diversité à travers la recherche de nouveaux problèmes mathématiques. Ce concours a bien fonctionné. Il a mobilisé, je crois, il y a eu 69 propositions au démarrage. Il y a eu 25 pays qui ont contribué. Et aujourd'hui, ce concours a donné lieu l'an dernier à 4 algorithmes qui ont été validés, sélectionnés par le NIST. 3 pour faire de la signature électronique et 1 pour faire de l'échange de clés.
Ces algorithmes ont vocation à être standardisés. Ça sera d'ailleurs le cas en 2024. Donc ça, c'est une très bonne information, c'est qu'on dispose maintenant d'algorithmes, alors qui doivent encore être éprouvés, bien sûr, et ils le sont toujours par la communauté, mais on a une bonne confiance déjà dans ces algorithmes, et les organisations peuvent commencer à les utiliser. Et encore une fois, la standardisation, donc finalement les protocoles qui doivent être utilisés, comment ils doivent être implémentés, tout ceci arrive en 2024. Merci beaucoup. Donc on voit bien qu'effectivement, ces deux technologies qui représentent un atout considérable pour les organisations en particulier, mais les forces de sécurité tout particulièrement. Isance, quels pourraient être les prochains usages de l'IA pour la gendarmerie, et notamment dans le cadre de cette approche prédictive que vous développez? On peut tout imaginer, en fait, finalement. Je dirais, je pense déjà à une application qui est déjà en développement au sein de la gendarmerie, qui est une application qui permet d'évaluer justement nos systèmes d'intelligence artificielle au regard de la conformité. On n'est pas nombreux à avoir mis en place cette application numérique-là, mais elle a un intérêt énorme, c'est qu'elle est sous forme de questionnaire et que ça permet aux data engineers d'être sensibilisés aux questions éthiques et juridiques, qui est essentiel en regard du futur projet de réglementation d'intelligence artificielle, et puis également de créer des regards croisés entre juristes et puis opérationnels. Vous me parlez de prédictivité. Oui, il est évident que on ira vers ce champ-là de la prédictivité. Alors, je pense déjà à la maintenance prédictive du parc automobile de la gendarmerie, tout basiquement, hein, mais voilà, comme on a un parc auto qui est assez important, voilà, il y a un vrai intérêt là opérationnel. Et puis, effectivement, vous avez tout ce qui est analyse prédictive, ce qu'on appelle des faits de délinquance. En réalité, le point de départ de ce à quoi pourrait servir l'intelligence artificielle dans ce champ-là, c'est juste que, je l'entendais encore dans les autres entretiens, c'est que la menace évolue. Le terrain bouge, le terrain est dynamique, et justement de créer finalement ces applications d'analyse prédictive, ça permet, l'intelligence artificielle là permet de comprendre la dynamique en fait de cette menace sur le terrain, de permettre de saisir pour effectivement un chef sur ce terrain-là, de saisir un peu cette dynamique-là, le processus en fait de criminalité au sein de ce terrain-là. Donc ça a vraiment son importance ensuite pour les gestions de patrouilles, voilà, pour mieux organiser aussi tout l'aspect protection sur ce territoire-là. Voilà, je pense à ça, en tout cas dans le champ de la prédictivité. Donc un bel avenir pour l'IA au sein de la gendarmerie. Arnaud, en matière de quantique, quelles sont les prochaines étapes, et notamment pour les entreprises qui devraient s'y préparer? Que faut-il faire dès maintenant? Vous le soulignez, mais qu'est-ce qu'il faut faire dès aujourd'hui pour s'y préparer? Alors, on sait effectivement qu'à chaque fois qu'on doit changer d'algorithme et de système de crypto, ça prend énormément de temps. L'histoire montre que souvent, c'est même une décennie. Donc, c'est effectivement maintenant que ça se prépare. Et pour moi, il y a 4 champs essentiels. Le premier, c'est déjà de commencer un recensement de ces systèmes de cryptographie qui sont utilisés dans les organisations. Souvent, on n'a pas bien une bonne cartographie de tout ce qui est utilisé, le pourquoi et les informations derrière qu'on cherche à protéger. Donc il y a tout un effort déjà d'inventaire à faire et de déterminer des priorités, parce qu'évidemment on ne peut pas tout couvrir rapidement, il faut pouvoir l'étaler dans le temps. Donc un inventaire. Deuxièmement, commencer à jouer avec ces fameux algorithmes que j'évoquais. Ils sont différents, fondés sur des nouveaux problèmes mathématiques. Il faut se familiariser avec, et toute l'infrastructure qui va avec, notamment les certificats de sécurité. Troisièmement, faire un plan, parce qu'une transition va être complexe. Là encore, on ne peut pas tout basculer. Ce n'est pas comme pour le passage à l'an 2000 où il fallait être prêt du jour au lendemain. Là, ça va se faire de manière en biseau. Enfin, il va falloir progressivement faire migrer l'ensemble des équipements et des logiciels. Donc tout ça, ça se prépare aussi. L'ANSSI, pour ça, préconise aussi l'hybridation, c'est-à-dire d'avoir une
période transitoire où on fait coexister les systèmes actuels avec des systèmes résistants au quantique pour ensuite, en étape finale, avoir des systèmes simplement s'appuyant sur des algorithmes résistants au quantique. Donc ça, c'est extrêmement long. Et puis le dernier facteur, il est humain et conduite du changement, puisque finalement, c'est une nouvelle cryptographie qui s'écrit. Les responsables aujourd'hui de la sécurité ont toujours vécu avec les mêmes systèmes. Il va falloir s'habituer à de nouveaux algorithmes, de nouveaux certificats, et ça va prendre du temps. Oui, le facteur humain, le fameux facteur humain qui reste finalement au centre de beaucoup de choses souvent. Merci à tous les deux de nous avoir partagé vos réflexions. On va suivre donc les évolutions technologiques, mais aussi d'usage et d'applications qui pourront en être faits à la fois sur l'IA et sur les quantiques. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.